Bonjour, la capsule aujourd'hui s'adresse tout particulièrement aux étudiantes et étudiants inscrits au programme de technique d'éducation à l'enfance du Cégep de l'Outaouais. Mais toute évidence, si vous n'êtes pas inscrit à ces programmes-là et vous voulez quand même écouter les capsules, vous êtes les bienvenus. Donc au départ, souvent ce que j'aime demander aux étudiants et étudiantes, c'est qu'est-ce que vous connaissez de la microbiologie? Donc c'est bien beau avoir un atelier sur la microbiologie, c'est sûr qu'on va, du moins j'espère que vous allez en apprendre beaucoup, mais il y a sûrement des choses, des termes, des expressions que vous connaissez qui sont en lien avec ce domaine-là. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause et écrire peut-être quelques réponses qui vous viennent à l'esprit et de toute évidence, on va bonifier tout ça tout au cours de l'atelier. D'ailleurs, la capsule vidéo va être divisée en deux parties. Donc, la première partie, on va s'attarder surtout aux différents types de micro-organismes, donc bactéries, virus, etc. Et dans la seconde vidéo, on va s'attarder un petit peu plus sur la transmission des infections, sur les bonnes méthodes ou les bons outils à utiliser pour aseptiser, désinfecter l'environnement. Et on va terminer aussi là, dans la deuxième vidéo, on va terminer avec l'immunologie. Donc, commençons par cette première capsule qui porte sur les différents types de micro-organismes. Mais avant tout, la microbiologie, c'est un concept, c'est plusieurs choses qui sont rattachées, mais croyez-vous que c'est quelque chose qui pourrait être important dans le cadre de votre métier? Donc, en tant que futur technicien et technicienne là, en service de garde, donc vous allez être appelé à travailler avec les enfants, à les stimuler par des jeux, des trucs éducatifs. Donc, on va leur apprendre plein de choses. Mais la microbiologie va quand même faire partie intégrante de votre métier parce que vous allez devoir, par exemple, veiller à l'hygiène des mains des enfants, donc avant les repas, par exemple, surveiller si les enfants eux-mêmes sont peut-être malades, s'ils font de la fièvre, s'ils ont des éruptions cutanées, par exemple, qui pourraient laisser présager certains types d'infections. Donc, il faut surveiller tout ça. Et vous serez aussi en charge d'un peu de l'environnement dans lequel évolueront ces enfants-là. Donc, il faut que l'environnement soit propre, sans être parfait. Ce n'est pas une question d'aseptiser, que ce soit plus propre qu'une salle d'opération, mais il faut quand même limiter le plus possible les chances que les enfants tombent malades. Donc, par exemple, si un enfant dans le groupe a la gastro-entérite, donc il faudra prendre des mesures pour éviter que ça se propage au reste du groupe, etc. Puis, j'ai mis, une belle petite image d'une toilette. Okay? Beaucoup d'actions microbiologiques se passent par la salle de bain. Donc, si les enfants vont aux toilettes, s'ils ne sont plus aux couches, par exemple, donc s'ils doivent se laver les fesses après être allés aux toilettes, se laver les mains, donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination un peu partout. Et aussi, quand on va aux toilettes, dans un monde idéal, on devrait avoir accès à un couvercle. Donc, avant de tirer la chasse d'eau, on devrait abaisser le couvercle pour éviter que des particules d'eau, des gouttelettes, et des matières fécales soient projetées dans les airs lorsqu'on tire la chasse d'eau. Donc, il faut vérifier ça, il faut s'attarder à ce genre de choses-là, mais malheureusement, je sais que ce n'est pas toujours le cas. Okay? Ce n'est pas tous les lieux publics, écoles, CPE, etc., dont les toilettes sont dotées de couvercles. Mais dans un monde idéal, c'est des bonnes habitudes à prendre, ce sont de bonnes habitudes à montrer aux enfants que de baisser le siège pour éviter que les bactéries se retrouvent partout dans l'environnement. Et là, dans un CPE, bon, c'est une chose, mais imaginez à la maison, qu'est-ce qui est près de votre toilette quand vous tirez la chasse d'eau? Est-ce que, par exemple, il y a un comptoir avec, je ne sais pas moi, des brosses à dents, des verres, des instruments pour se coiffer, maquillage, peu importe, OK? Donc, plein de choses qui pourraient se retrouver là, qui pourraient potentiellement être contaminées. Donc, on ne veut pas ça. Bref, les micro-organismes maintenant, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont mauvais? Eh bien, jusqu'à un certain point, c'est un peu des deux. Définitivement, il y a des micro-organismes qui sont mauvais pour nous. Donc, tous les micro-organismes qui causent des infections, que ce soit la COVID-19, la grippe, le rhume, plusieurs infections bactériennes, strep de gorge, etc. Coqueluche, là, si on parle de maladies infantiles, rougeole, rubéole, oreillon. Donc, c'est négatif. On est malade, on n'aime pas ça. Négatif aussi, bien, il y a les micro-organismes qui détériorent les aliments que l'on consomme. Donc, moisissures, certaines bactéries aussi qui vont pouvoir se développer sur des fruits, des légumes, les moisissures sur le pain, par exemple, sur du fromage. Donc, ce sont tous des aspects négatifs. Et en passant, si des moisissures se développent sur un fromage, ne jetez pas le fromage en entier au compost, on va le dire au moins au compost. Vous pouvez enlever
la région affectée, puis le reste, normalement, devrait être propre à la consommation. Donc, pour les mêmes raisons, par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, un raisin dans une grappe de raisin qui est recouvert de moisissure, vous n'allez probablement pas jeter la grappe de raisin en entier. On va retirer le ou les raisins affectés, puis le reste, on est quand même apte à le manger. Donc, il y a les aspects négatifs, mais il y a aussi des aspects positifs. Si je continue avec disons, le côté alimentaire, eh bien, le yogourt est fait de bactéries qui vont fermenter, dans le fond, les sucres du lait, puis provoquer la texture et le goût, parfois que l'on aime. Sinon, on rajoute des fruits, puis ça masque un petit peu le goût un petit peu plus acide du yogourt nature, mais quand même, ce sont des micro-organismes qui produisent le yogourt. Même chose pour les fromages, des bactéries, des moisissures aussi qui vont pouvoir participer au développement de ces produits alimentaires-là. Puis là, on peut parler aussi, si on parle de levure, le vin, la bière, le pain. Donc, ce sont des micro-organismes. Donc, il y a des bons côtés au niveau alimentaire pour les micro-organismes. Et si on parle maintenant plus de la santé humaine, je vais y revenir à la prochaine diapo, mais il y a tout ce qui est le microbiote. Ce sont les micro-organismes qui vivent sur vous ou en vous. Ces micro-organismes-là, souvent, vont vous apporter quelque chose de bénéfique. Donc, par exemple, au niveau de votre tube digestif, certaines bactéries vont vous aider à digérer, vont vous protéger d'infections, donc de bactéries pathogènes, vont stimuler votre système immunitaire. Il y a même certaines bactéries comme E. coli, la fameuse E. coli, qui va, par exemple, libérer de la vitamine K que vous allez absorber au niveau de votre gros intestin. Et cette vitamine-là, entre autres, va vous aider à avoir une coagulation normale. Donc, vous vous blessez, vous vous coupez, et la vitamine K, qui a peut-être été produite par une bactérie en vous, va vous aider à coaguler, donc à refermer cette blessure-là. Donc, il y a plein d'aspects positifs aux micro-organismes aussi. Il ne faut pas simplement les voir comme étant quelque chose de néfaste ou de mauvais. Donc, le microbiote, je viens d'en glisser un mot, mais ce sont les micro-organismes, donc surtout des bactéries, qui vivent sur vous et en vous. Donc, ce sont les bactéries normales que l'on retrouve sur votre peau, dans votre bouche, dans votre tube digestif, au niveau des organes génitaux. Donc, ces micro-organismes-là, on en retrouve littéralement des milliards un peu partout sur vous. Et normalement, tout se passe très bien. Il y a une très belle cohabitation qui se fait entre les micro-organismes et nous. Certains sont simplement des passagers, donc ce sont des micro-organismes qui vivent sur vous, en vous, profitent de la chaleur, de l'amour et de la nourriture que vous leur donnez. Mais certains vont avoir une relation de mutualisme aussi. Donc, oui, ils vont vivre sur nous ou en nous, mais ils vont nous rendre service. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la vitamine K qui peut être produite par E. coli. Par exemple, pour les femmes, au niveau vaginal, il y a des bactéries qui vont dégrader certains sucres et qui vont créer un environnement acide, ce qui fait en sorte que des micro-organismes pathogènes ne peuvent pas s'y développer. Donc, il y a une belle coopération souvent entre les micro-organismes et l'être humain. Les exemples que je donne, le microbiote intestinal, les entérobactéries. En fait, le microbiote intestinal, c'est l'endroit dans votre corps où on retrouve le plus de micro-organismes. Puis les exemples, là, vous pourriez prendre toutes les bactéries là, qui sont écrites en bas à droite, mais la fameuse E. coli est peut-être une de celles qui est la plus connue. Ce n'est pas la bactérie qui est celle qui est présente en plus grande quantité, mais c'est peut-être une qui est la plus étudiée ou les plus connues. Je pose une petite question ici. Il est normal de retrouver ces micro-organismes, donc les micro-organismes faisant partie du microbiote. Donc, il est normal de retrouver ces micro-organismes dans les intestins. Ils nous sont même utiles, mais quelles pourraient être les conséquences de retrouver ces mêmes micro-organismes ailleurs dans le corps? Donc, E. coli, justement, là, c'est très bien dans mon gros intestin, mais est-ce qu'elle pourrait être problématique ailleurs? Puis la réponse, c'est oui. Okay? Vous ne voulez pas de E. coli dans une plaie, vous ne voulez pas de E. coli dans l'urètre, ça cause des infections urinaires. Donc, E. coli dans le gros intestin, c'est bien. Ailleurs, peut-être moins. Puis là, je fais une parenthèse. Il y a certaines souches ou certains types de E. coli qui peuvent être pathogènes. Okay? Il y a déjà eu par exemple, le E. coli O157H7, ça a l'air compliqué, là, mais c'est un E. coli qu'on peut retrouver dans la viande et qui cause ce qu'on appelle la maladie du hamburger. Donc, ce sont des contaminations alimentaires, puis ça provoque des diarrhées importantes. Bref, certains E. coli donc, peuvent causer des problèmes, mais il y a la souche, on va dire, normale, qui ne cause pas de problème, tant et aussi longtemps qu'elle est retrouvée dans le bon organe. Maintenant, on va voir les différents types de micro-organismes. Donc, on a entre autres les bactéries, on a les virus,
les mycètes. Les mycètes, dans le fond, c'est le nom qu'on peut donner, par exemple, aux champignons, là, comme les moisissures et les levures, entre autres. Les helminthes, eux, on les connaît parce qu'on les appelle souvent les vers. Protozoaires, peut-être un petit peu moins connus, mais il y a quelques infections peut-être que vous connaissez, puis on va en voir quelques-unes là, qui peuvent être fréquentes, par exemple, chez les enfants. Et ensuite, on va terminer avec les insectes et les arachnides, qui peuvent eux-mêmes être le problème. Donc, par exemple, les poux pédiculoses, c'est le pouls le problème, mais certains aussi qui vont être des vecteurs, donc qui vont transporter, par exemple, des bactéries ou des virus. Donc, ils vont simplement être le moyen de transport de ces micro-organismes-là. Donc, on va commencer avec les bactéries. Les bactéries, ce sont des micro-organismes unicellulaires, donc formés d'une seule cellule, et ils n'ont pas, ou elles n'ont pas, les bactéries de noyau cellulaire. Donc, elles ont un ADN assez rudimentaire qui est, on va dire, libre dans le cytoplasme, donc à l'intérieur de la bactérie elle-même. Plusieurs bactéries sont pathogènes pour l'humain. Parmi celles-là, j'en ai mis quelques-unes, là, des maladies dues aux bactéries. Et je commence par une maladie infantile qui peut être très grave, qui peut être mortelle, c'est la coqueluche. La coqueluche, dans le fond, c'est une infection des voies respiratoires supérieures. Donc, ce qui va arriver, c'est que dans vos voies respiratoires supérieures, ça inclut aussi la trachée, là, donc vous avez des cils, comme des espèces de petits poils dans vos voies respiratoires, OK? Et ces petits cils-là vont battre, OK, pour expulser poussière, micro-organismes vers l'extérieur. Donc, on tousse. Quand on tousse, ces petits poils-là battent vers le haut, puis repoussent les substances étrangères. Mais là, la bactérie de la coqueluche, okay, à sa surface, elle a plein de petits poils qu'on appelle des fimbriers. Donc, ça va permettre à la bactérie de venir s'accrocher sur les cils des voies respiratoires et elles vont tellement s'accrocher fermement. Okay, donc, imaginons que ça, c'est mon crayon, c'est mon cil. Là. Donc, la bactérie vient s'accrocher fermement après le cil des voies respiratoires. Et à ce moment-là, même si on tousse, il n'y a rien qui est dégagé, ça crée de l'inflammation, ça entraîne plein de problèmes. Parfois, la toux va être tellement violente, grave que, par exemple, les côtes des jeunes bébés là, pourraient subir des fractures. Donc, c'est épouvantable. Cette infection-là peut être prévenue par un vaccin. Le problème, okay, avec les vaccins pour les maladies infantiles, c'est que lorsqu'un enfant naît, on ne peut pas lui administrer son vaccin avant 2 à 4 mois. Son système immunitaire n'est simplement pas assez fort. Donc, l'enfant, même si les parents, par exemple, sont en faveur de la vaccination, il y a quand même une période pendant laquelle l'enfant est vulnérable. Il ne peut pas recevoir son vaccin, puis, dans le fond, on dépend des autres. Ce sont les adultes autour ou les enfants autour de ce bébé-là qui doivent eux-mêmes être protégés pour ne pas devenir des vecteurs de transmission. Donc, on ne veut pas que les personnes autour, si elles ne sont pas vaccinées, bien, elles pourraient transmettre l'infection. Donc, on ne veut pas ça. Donc, ce qu'on peut faire, okay, si on veut protéger le bébé, ça serait de, par exemple, revacciner une femme enceinte. Donc, on revaccine, la mère va produire des anticorps, donc des protéines protectrices, qu'elle va transférer au bébé via le placenta. Donc, pendant que le bébé est encore dans son ventre, la maman lui transfère des anticorps anti-coqueluche. Donc, souvent, là, un anticorps, on représente ça par une espèce de protéine, un peu comme de cette forme-là. Donc, les anticorps vont venir se coller sur les bactéries, puis ça va empêcher les bactéries, dans le fond, de venir se fixer sur les cils respiratoires, dans le cas de la coqueluche. Donc, si la maman, elle est vaccinée, elle transmet des anticorps via son placenta au fœtus. Et si, après l'accouchement, la maman décide d'allaiter le bébé, donc par le lait maternel, elle peut aussi lui transférer des anticorps. Donc, bref, on a moyen de protéger les enfants contre la coqueluche, mais je vais vous montrer un court vidéo au cours duquel on montre ce qui se produit lorsqu'un bébé attrape la coqueluche. Uh-oh. Here we go. Okay. It's okay. Okay, take a bath there, honey. Come on. Almost there. There we go. Oh my. Donc, on voyait bien là, les difficultés respiratoires de l'enfant. Pendant de longues secondes, l'enfant était incapable de prendre une inspiration normale. Donc, c'est vraiment une maladie qui est dangereuse. Donc, c'est important. Il faut valoriser la vaccination contre la coqueluche. Ça protège des vies, surtout des vies de jeunes bébés. Ensuite, autre infection bactérienne, la diphtérie.
Diphtérie et tétanos, en fait, ce sont deux infections bactériennes où ce n'est pas la bactérie comme telle qui est dangereuse, mais bien la toxine que ces bactéries-là vont produire. Donc, dans le cas de la diphtérie, ça va avoir plein de répercussions néfastes sur la santé, ça va être mortel. Et le tétanos, bien, on le connaît souvent par la façon, on va dire, un peu folklorique là, de contracter cette infection-là. Donc, souvent, on va s'imaginer qu'on doit marcher sur un clou rouillé, okay, ou un objet rouillé là, pour contracter le tétanos. C'est partiellement vrai. Dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est d'un objet qui va blesser de façon profonde la peau. Parce que la bactérie du tétanos, Clostridium tetani, elle vit dans le sol et ce qu'elle a besoin, dans le fond, c'est un objet qui va transpercer la peau profondément. Pourquoi? Parce que la bactérie, elle est en dormance. Okay? Dans le sol, elle forme ce qu'on appelle un endospore. Puis l'endospore, c'est une forme de dormance de la bactérie. Pourquoi? Parce que la bactérie ou les bactéries du genre Clostridium sont des bactéries qui n'aiment pas l'oxygène. Donc, dès qu'elles sont dans un environnement où il y a de l'oxygène, elles vont prendre cette forme de dormance-là. Mais lorsqu'on est blessé et que la blessure est profonde, souvent dans la blessure elle-même, au plus profond de cette blessure-là, il y a peu d'oxygène. Donc, la circulation sanguine va être compromise, il n'y a pas d'oxygène qui provient de l'extérieur parce que souvent la plaie peut se refermer. Bref, la bactérie reprend sa forme normale et en reprenant sa forme normale, eh bien, malheureusement, elle peut libérer la toxine qui va provoquer des contractions musculaires involontaires puis très très fortes. Donc, les muscles des cuisses, des fesses, du dos, tout ça va se contracter. Les gens vont faire littéralement le pont de façon involontaire, puis ça peut être mortel. Donc, il faut, dans un monde idéal, être vacciné pour ça. Maintenant, si un enfant s'amuse, court, trébuche, a des éraflures sur la peau, les coudes, les genoux, c'est pas une raison là, pour se questionner sur le tétanos, parce que comme les éraflures sont souvent superficielles, il y a de l'oxygène en quantité suffisante, puis des bactéries comme celle-là ne pourraient pas reprendre une forme normale, donc il n'y a pas de danger. Ensuite, les conjonctivites. Conjonctivites, donc au niveau des yeux, infection bactérienne souvent due par des staphylocoques. Il peut y avoir des infections conjonctivites virales, donc dues à des virus, mais celles qui sont bactériennes souvent vont produire beaucoup de pus. Souvent, les enfants vont se réveiller après avoir passé une nuit de sommeil, les yeux littéralement collés là, par l'espèce de croûte et de pus qui va se former, ça va sécher. Donc, c'est pas très beau à voir, je peux vous le garantir. Quand on nettoie les yeux des enfants, donc on les nettoie avec une débarbouillette propre, de l'eau, du savon. Idéalement aussi, on va peut-être utiliser des gouttes antibiotiques, donc pour tuer les bactéries présentes. Mais une fois que c'est fait, il faut vraiment faire attention. Là, les personnes qui s'occupent de l'enfant, lavez vos mains avec beaucoup d'attention parce que ce sont des bactéries là, très contagieuses. Donc, il suffit d'un petit contact avec vos yeux à vous et vous allez vous contaminer et avoir à votre tour une conjonctivite. Donc, les enfants qui ont des manifestations comme celle-là au niveau des yeux, là, les croûtes, le pus et tout, s'assurer, donc, oui, de nettoyer les yeux, de mettre des antibiotiques. Peut-être vérifier aussi les doudous, donc les petites couvertures avec lesquelles les enfants dorment, les petits oursons en peluche, les têtes d'oreiller. Donc, tout ça, tout ce qui a été en contact avec le visage de l'enfant devrait être lavé. Puis, dans un service de garde, idéalement, peut-être appeler les parents là, pour qu'ils viennent chercher leur enfant parce que c'est sûr que ça va faire le tour des enfants de la garderie. Il suffit qu'il y en ait un qui touche un jouet, un objet quelconque, puis les autres enfants le touchent, puis bon, on se frotte le visage, puis c'est fait. Caries dentaires, ben oui, les bactéries causent des caries dentaires. Dans le fond, les bactéries présentes dans la bouche, et il y en a beaucoup. Si l'hygiène buccale est, on va dire, limitée ou déficiente, si les enfants ou même les adultes, peu importe, ont toujours quelque chose de sucré dans la bouche, okay? Des fruits, des bonbons, du jus, des boissons gazeuses, eh bien, ce sucre-là devient la source de nutriments pour les bactéries. Puis, les bactéries vont utiliser ces sucres-là et libérer des déchets acides qui, eux, vont s'en prendre à l'émail. Quand on parle de jeunes enfants qui ont leurs dents de lait, on pourrait se dire, ah ben là, s'ils ont des caries, c'est pas la fin du monde, ces dents-là vont tomber. Donc, pourquoi investir pour réparer les dents ou quoi que ce soit? Il faut investir parce que des caries sur des dents de lait pourraient avoir des répercussions néfastes sur les dents d'adultes qui poussent en dessous. Donc, ça pourrait avoir des conséquences bien au-delà des dents de lait. Donc, il faut vraiment intervenir, aller voir le dentiste et, dans un monde idéal, prévenir ces problèmes-là. Ensuite, il y a une collection d'infections du tube digestif, les gastroentérites. Les gastro peuvent être dus à plein de micro-organismes, bactéries, virus, protozoaires, on va en parler tantôt.
Mais beaucoup de bactéries causent des gastroentérites. Donc, on pourrait avoir du E. coli, par exemple, qui cause des gastroentérites. On peut avoir du bacillus. En tout cas, peu importe les exemples, ce qui arrive, c'est que l'enfant va avoir des diarrhées importantes. Donc, idéalement, il faudra à ce moment-là le réhydrater adéquatement. Si ça se complique, ben, ça peut être la prise d'antibiotiques, là, surtout dans le cas du salmonellose. La salmonelle, on la connaît souvent ou on l'associe beaucoup à la consommation de poulet qui n'est pas suffisamment cuit ou de la contamination croisée due à l'utilisation d'ustensiles avant que le poulet soit cuit et après qu'il soit cuit. Bref, aussi les touristas, on va en voyage, notre système digestif n'est pas habitué à certaines bactéries présentes dans l'eau ou dans les aliments, donc on a des problèmes digestifs. Les maux de gorge, streptocoque, dans un monde idéal, le médecin que vous allez consulter avec un enfant, maux de gorge, on va regarder les symptômes, mais le bon médecin va faire un prélèvement de la gorge aussi, va envoyer ça au laboratoire et on va confirmer que c'est bel et bien des bactéries. Parce que si le mal de gorge est dû à la présence de virus, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, sinon attendre que le système immunitaire fasse son travail. Donc, si les tests reviennent et que c'est vraiment une bactérie qui cause les maux de gorge, là, l'antibiotique va avoir un effet, à moins que les bactéries soient résistantes, mais ça, c'est autre chose. Mais l'antibiotique va avoir un effet sur les bactéries. Parce que sur des virus, un antibiotique, ça ne sert à rien. Ensuite, infection de la peau. Les staphylocoques sont souvent des bactéries qu'on retrouve sur la peau normale. Mais s'il y a une blessure, une petite lésion, une coupure, des fois, les bactéries peuvent entrer même dans les glandes sébacées, à la base des poils, là, peu importe. Donc, ils vont causer des boutons un petit peu purulents, comme des furoncles, peuvent causer aussi de la cellulite. Là, la cellulite, ce n'est pas juste une peau vieillissante ou une peau étirée suite à un accouchement ou à une prise ou perte de poids trop rapide. Là. C'est vraiment, ou ça peut être causé par certaines bactéries. J'ai indiqué ensuite les bactéries ou les infections dues à Clostridium. J'ai parlé tantôt de Clostridium tetani, donc la bactérie qui cause le tétanos. Mais une qui est importante pour les enfants, c'est Clostridium botulinum. Elle cause le botulisme. Puis cette bactérie-là, encore une fois, un peu comme le tétanos, c'est pas la bactérie elle-même le problème, c'est la toxine qui sera produite. Et dans le cas de la toxine botulique, c'est une des toxines les pires que l'on connaisse sur la planète. Cette toxine-là peut être mortelle. Dans le fond, ce qu'elle cause, ce sont des paralysies. Et un aliment simple, connu, qui peut potentiellement contenir une toxine comme celle-là, c'est le miel. Puis le miel, c'est le fun, c'est sucré, c'est bon. Donc les enfants vont avoir tendance, plus que tendance, vont adorer ça. Mais c'est déconseillé de donner du miel à des enfants de moins d'1 an. Leur système immunitaire n'est peut-être pas assez fort, même si la quantité de toxines est infime dans le miel, ça peut être suffisant pour causer des dommages chez l'enfant. Donc, on doit éviter le plus possible de donner du miel à de jeunes bébés. Pour nous, les quantités infimes, ça sera, je dis nous, les adultes ou même les enfants de plus de 2 ans, là, ça ne devrait pas être un problème. Puis, anecdote là-dessus, cette toxine-là, c'est la toxine qu'on utilise pour le Botox. Donc, les fameuses injections, par exemple, au niveau du visage pour retirer les rides, mais c'est la même toxine, sauf qu'on l'utilise pour faire des paralysies ciblées. Donc, on paralyse certains muscles du visage pour retirer les rides, des choses comme ça. Ensuite, les méningites bactériennes, 2 bactéries surtout qui causent des méningites, là, Neisseria meningitidis et on a aussi Haemophilus influenza de type B. Là, vous avez entendu le terme influenza. Souvent, on pense influenza, on pense grippe, virus. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une bactérie, Haemophilus influenza de type B. Donc, c'est une bactérie, elle et Neisseria meningitidis. Donc, ce sont 2 bactéries qui causent des méningites. Puis les méninges, dans le fond, ce sont des membranes entre votre cerveau et votre boîte crânienne. Et s'il y a de l'inflammation qui s'y produit, mais ça peut être très dangereux, ça peut être mortel. Donc, pour des enfants, avoir une méningite, c'est très dangereux. Moi, je me rappelle, là, quand j'étais au secondaire, un de nos collègues de classe a eu une méningite bactérienne. Ça a été problématique. J'en parle parce qu'il est guéri, mais ça a été des mois là, d'hospitalisation. Tous les enfants qui avaient été en contact avec lui ont dû prendre des antibiotiques. Antibiotiques à base de rifampicine qui colore tous les liquides biologiques en orange. Donc, pendant une semaine, on va dire 10 jours, on a sué, pleuré et uriné orange fluo. Bref, on peut en rire parce que, comme je vous dis, il est guéri, mais les méningites peuvent être prévenues par des vaccins. Et depuis l'avènement des vaccins, on a vu une chute importante du nombre de cas de méningite, donc c'est une bonne chose.
Puis le dernier, c'est sûr que ce n'est pas des infections qu'on devrait voir chez les enfants en service de garde, mais j'en glisse un mot. Okay? Syphilis, gonorrhée, chlamydia sont des ITS, donc infections transmises sexuellement. Puis pourquoi j'en glisse un mot, c'est parce qu'il y a une nouvelle réalité là, liée à ces infections-là, c'est qu'elles sont de plus en plus difficiles à traiter par des antibiotiques. Donc, ce n'est pas le simple fait de dire, bon, j'ai une relation sexuelle non protégée, j'ai contracté une gonorrhée, je vais prendre un antibiotique, puis dans 10 jours, ça va être du passé. Ça peut rester là longtemps, vous pourriez être pris avec ça, puis ça peut avoir des conséquences graves. Là. Ça peut causer des problèmes. Par exemple, la syphilis, ça peut provoquer des problèmes nerveux. La gonorrhée, chlamydia peuvent entraîner la stérilité, donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Les virus maintenant. Il y en a un qu'on connaît bien, même peut-être trop bien. Ben, le virus de la COVID-19, donc une infection respiratoire qui peut être transmise par les aérosols, par les gouttelettes. Ça va être la même chose un petit peu là, pour les 4 premières infections, rhume, grippe, bronchiolite. Donc, ce sont des infections respiratoires transmises par aérosol. Donc, c'est important, dès le plus jeune âge, d'apprendre l'hygiène respiratoire aux enfants. Donc, quand on tousse, quand on éternue, on le fait dans le creux de notre coude. C'est sûr qu'en période de COVID et de pandémie, c'était le port du masque qui était important, mais éventuellement, lorsqu'on ne portera plus le masque, donc il faudra réapprendre les bonnes techniques d'hygiène respiratoire. Donc, ces infections-là, normalement, surtout COVID, grippe, on s'entend là-dessus que si on a des cas ou des enfants qui ont ces infections-là, c'est d'appeler les parents qui vont devoir revenir les chercher. Surtout, bon, si l'enfant présente des symptômes, c'est sûr que si l'enfant est asymptomatique, c'est dur de le deviner, mais avec des symptômes, par exemple, soit de toux, de fièvre, donc là, il faut agir rapidement. Pour ce qui est de la bronchiolite, c'est une infection qui généralement est bénigne. La plupart des gens ont le virus, le VRS, le virus respiratoire syncytial, on l'a dans notre salive. Puis pour la plupart des gens, c'est asymptomatique, mais pour de jeunes bébés, malheureusement, ça peut devenir problématique. Donc moi, mes 2 garçons ont eu des bronchiolites et les 2 ont dû être hospitalisés en raison de cette infection-là. Comment ça leur a été transmis? C'est peut-être moi, c'est peut-être ma conjointe, c'est peut-être quelqu'un dans notre entourage. Il suffit parfois de parler en présence de l'enfant. Si on a toussé, éternué, postillonné, bécoté l'enfant, veut pas, avec la salive, on peut lui transmettre relativement facilement le virus. Ce que le virus va faire de la bronchiolite, c'est qu'il va, dans le fond, favoriser la fusion de cellules adjacentes dans les poumons et le transfert d'oxygène. Donc, l'entrée d'oxygène ou la sortie de CO2 du corps va être plus difficile. Puis la saturation de l'enfant peut chuter dramatiquement, ça peut être très dangereux. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est amener l'enfant à l'hôpital. On va lui donner, par exemple, comme on voit sur l'image, c'est un de mes garçons, on lui met de l'oxygène dans le nez. On va lui donner des bronchodilatateurs. On va lui donner aussi des corticostéroïdes, dans le fond, pour empêcher l'inflammation au niveau de ses poumons. Donc, dans le fond, on va l'aider on va l'aider le plus possible à respirer en attendant que son système immunitaire finisse par éliminer le virus. D'autres infections virales, rougeole, rubéole, oreillon. Si on regarde l'acronyme, le RRO, c'est le vaccin que l'on administre aux enfants. Donc, rougeole, rubéole, oreillon. Ce sont des maladies qui sont surtout dangereuses, encore une fois, pour les enfants. Quoique les oreillons, on peut l'attraper quand on est jeune, puis souvent, ça va être une inflammation au niveau des glandes parotides, donc on va avoir beaucoup d'inflammation au niveau des joues, du cou. Les oreillons, pour les garçons, okay, ce n'est pas nécessairement mortel, mais ce qui va arriver plus tard, c'est que le garçon pourrait devenir stérile. Donc, une infection de ce type-là pourrait avoir des répercussions 20-25 ans plus tard quand le garçon veut avoir des enfants. Ces infections-là aussi, ce sont des infections qui sont uniques à l'être humain. Okay? Si on compare par exemple la grippe, la grippe peut infecter l'être humain, mais peut infecter aussi les cochons, peut infecter aussi la volaille, donc ce n'est pas une infection qui est unique à l'être humain. Mais rougeole, par exemple, c'est une infection qui est unique à l'être humain, donc si on faisait vacciner tout le monde, la rougeole disparaîtrait comme la variole le fait et comme la poliomyélite est en train de le faire. Donc, ce qui est triste avec la rougeole, c'est que c'est une infection, c'est l'infection la plus contagieuse que l'on connaisse au monde. Puis, c'est une infection qui peut tuer des enfants. Encore une fois, c'est une minorité d'enfants qui vont en mourir, mais ça peut être mortel et ça peut être prévenu par un vaccin. Et en raison du mouvement anti-vaccin,
on a un retour de la rougeole. C'était une maladie qui était pratiquement disparue et là, il y a de plus en plus de cas et il y a même des décès au Québec dus à la rougeole. Donc, il faut encourager encore une fois la vaccination, ça sauve des vies. Cinquième maladie, j'en glisse un mot, c'est une infection virale qui est peut-être moins dangereuse là, que la rougeole. Par contre, s'il y a des cas de cinquième maladie, par exemple, chez les enfants, donc cinquième maladie, encore une fois, de la fièvre, des éruptions cutanées, des choses comme ça, c'est surtout pour les femmes enceintes que ça va être problématique. Donc, si une femme est enceinte et qu'elle travaille dans un service de garde, eh bien, on va la retirer du service de garde de façon préventive parce que beaucoup d'infections enfantines peuvent avoir des répercussions néfastes sur le fœtus. Donc, on va vouloir protéger la future maman et son fœtus en la retirant du milieu de travail. Ensuite, les gastro-entérites virales. Les gastro-entérites virales, donc, c'est pas le même principe. En fait, c'est des infections du tube digestif, un peu comme les infections gastro-entérites bactériennes dont on a parlé. Ces infections-là, entre autres à rotavirus, peuvent aussi être prévenues par un vaccin. Et là, il faut que je compare un petit peu deux types de virus. Tous les virus, on va le dire comme ça, ont une capside de protéines, donc une structure de protéines dans laquelle on va retrouver, par exemple, leur génome, qui est soit de l'ARN ou de l'ADN. Ça, c'est leur bagage génétique. Donc, par exemple, les virus de la gastro ont cette structure-là, donc juste une structure de protéines avec leur génome. Ces virus-là sont beaucoup plus résistants dans l'environnement. Donc, dans l'eau, par exemple, ou sur les surfaces, ils vont résister en raison de leur structure. Donc, on peut boire de l'eau contaminée, on peut manger des aliments qui ont été nettoyés avec de l'eau contaminée et être infectés de cette façon-là. Mais certains virus, là, comme la COVID-19, la grippe, ce sont des virus qui ont une couche supplémentaire qu'on appelle l'enveloppe. Et cette enveloppe-là, elle est faite de lipides. C'est comme des corps gras. Okay? Puis bon, dans la couche de lipides, on va voir les petits spikes, là, par exemple, du coronavirus, qui cause la COVID-19. Cette couche de lipides-là peut être facilement détruite par des gels ou des antiseptiques à base d'alcool. Donc, vous nettoyez les mains avec un gel d'alcool, un gel antiseptique, ça va être très efficace contre la COVID, contre la grippe, parce que le gel va détruire cette couche-là, donc cette enveloppe-là, et le virus va être détruit. Mais pour des cas de gastro, si vous ne faites que vous mettre un gel antiseptique sur les doigts, ça ne sera peut-être pas suffisant pour tuer le virus. Parce que le virus, qui a une structure protéique, ne sera pas affecté de la même façon que le serait le virus de la COVID ou de la grippe. Donc, quand il y a des cas de gastro, c'est important de bien se laver les mains avec de l'eau et du savon pour physiquement retirer les virus de la peau. Puis là, c'est sûr, c'est des cas de COVID et de grippe aussi dans le service de garde. Vous pouvez toujours vous laver les mains avec de l'eau et du savon. C'est toujours la meilleure solution. Mais parfois, parce qu'on n'a pas accès à un lavabo ou parce que un peu partout, on a accès à des gels antiseptiques, donc on va utiliser ces substances-là. Pour la grippe, pour la COVID, c'est correct, ça va détruire le virus. Mais dans le cas de la gastro, il faut vraiment faire un effort supplémentaire et trouver un endroit pour se laver les mains avec de l'eau et du savon, ou au pire, utiliser des lingettes qui vont encore une fois physiquement retirer le virus parce que le gel d'alcool n'aura pas le même effet. Encore une fois, dans les cas de gastro, important de s'assurer de la réhydratation de l'enfant parce qu'ils vont perdre beaucoup de liquide dans leur selle. Donc, il faut les réhydrater et leur donner des électrolytes aussi. Donc, pas juste boire de l'eau, mais bien quelques électrolytes. Il y a du pédialyte, entre autres, qui se vend là, pour les enfants dans des cas comme ceux-là, ou leur faire boire quelque chose qui contient des minéraux ou du sucre. Ensuite, varicelle. Varicelle, ça a toujours l'air d'une infection relativement bénigne, pas le fun, mais bénigne. Mais la varicelle peut être mortelle. Il faut se rappeler, à une certaine époque, là, les parents envoyaient leurs enfants jouer avec des enfants malades atteints de varicelle pour qu'ils l'attrapent très tôt et qu'ils en soient, on va dire, débarrassés par la suite. Mais quand même, c'était quand même pas anodin comme geste parce que la varicelle peut tuer des enfants. Donc, de plus en plus, on voit qu'il y a de la vaccination contre la varicelle. La varicelle va prévenir les formes graves ou peut-être même empêcher la varicelle point de se produire. Et ce qui est intéressant, quand on fait vacciner les enfants contre la varicelle, c'est qu'on va peut-être les protéger contre une autre infection qui pourrait arriver plus tard, soit le zona. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, j'ai eu la varicelle quand j'étais au primaire, j'avais, je crois, 10 ans. Donc, j'ai eu la varicelle et le virus, a causé des éruptions cutanées, de la fièvre. J'ai eu des petits bains de calamine, là, un petit produit pour calmer l'irritation
et les démangeaisons là, dues aux éruptions cutanées. Mais le virus, bon, après une semaine, a disparu, une semaine, 10 jours, mais le virus est encore présent dans mon corps. Il est présent au niveau de mes ganglions spinaux, donc dans mon système nerveux, il est caché là. Et peut-être, dans, on va dire, 10, 20, 30 ans, peu importe, il pourrait se réactiver, ce virus-là, et causer non pas la varicelle, mais causer le zona. Donc, c'est le même virus, mais qui se réactive beaucoup plus tard. Donc, si des enfants ont été vaccinés et n'ont jamais eu à développer la varicelle, le virus n'a jamais eu le temps de s'implanter dans leur corps et ces enfants-là pourraient ne pas, ils seraient heureux de ne pas avoir à développer le zona. Autre infection virale, le sida, on s'entend qu'encore une fois, c'est une ITS, donc infection transmise sexuellement ou par le sang. Donc, des jeunes enfants ne devraient pas avoir ça, à moins là, que, par exemple, la mère elle-même ait été séropositive. Donc, il y a une possibilité de transfert à l'enfant à ce moment-là. Donc, il faut faire attention, les objets tranchants dans les cours de CPE, toujours aller faire une petite tournée dans la cour où les enfants jouent pour vérifier s'il n'y a pas de seringue ou quoi que ce soit, de bouteilles brisées. On ne le sait pas. Donc, on veut éviter là, que l'enfant se coupe et que sur l'objet tranchant, coupant, il y a peut-être de ces virus-là. D'autres infections virales, l'herpès. Quand je pense à l'herpès buccal, le feu sauvage. Donc, encore une fois, pour un adulte, c'est bénin, c'est pas le fun. Souvent, ça va se produire suite à un coup de soleil, changement hormonal, stress, peu importe. Mais là où ça devient dangereux, c'est pour un jeune bébé naissant par exemple. Si la maman a un feu sauvage suite à l'accouchement, la maman ne pourra pas ou ne devrait pas embrasser son bébé parce qu'un virus bénin sur ses lèvres à elle, transféré à un enfant qui a un système immunitaire très, très, très limité, très faible, ça pourrait causer des lésions importantes au niveau du visage, peut-être même s'en prendre aux yeux. Donc, c'est extrêmement dangereux pour un bébé naissant. Donc, l'herpès buccal, il faut faire attention à ça. Puis, bon, l'herpès buccal, c'est pas la même chose que l'herpès génital, c'est la même famille de virus, mais il ne faut pas associer un avec l'autre. Puis, les hépatites. L'hépatite A, je peux l'attraper simplement en buvant de l'eau contaminée ou en me baignant dans de l'eau contaminée. Ça peut être bête comme ça. L'hépatite B, ça prend une relation sexuelle ou un contact avec du sang, donc drogue injectable par exemple. Puis l'hépatite C, c'est souvent par des transfusions sanguines là, qu'on peut la contracter. Donc, ces hépatites-là, encore une fois, des vaccins existent pour nous en protéger. Mais pour les enfants, souvent, encore une fois, ça peut être un passage de la mère ou de la femme enceinte qui est elle-même porteuse d'un de ces virus-là et portage vers l'enfant. D'autres infections comme Zika peuvent être transmises par une piqûre d'insecte, par un moustique, mais peut aussi être transmis par les relations sexuelles. Donc, par exemple, puis quand je parle de relations sexuelles, il faut comprendre que le virus Zika n'est pas nécessairement très dangereux là, pour des adultes en santé, mais pour une femme qui voudrait être enceinte, le Zika peut causer des problèmes graves chez le bébé et provoquer ce qu'on appelle la microcéphalie, donc vraiment un problème du développement du crâne et du cerveau de l'enfant qui vont entraîner des problèmes et des retards mentaux plus tard. Mais là où je veux en venir, c'est que, bon, si une femme enceinte se fait piquer par un moustique, elle pourra être contaminée et le fœtus pourra en subir les conséquences. Mais si moi, par exemple, je suis un homme, je me fais piquer par le moustique et moi et ma conjointe, on veut des enfants, eh bien, je pourrais transmettre le virus par mon sperme. Donc, les conséquences sur l'enfant, sur le fœtus pourraient être les mêmes. Donc, des personnes qui vont dans des régions où le Zika existe, le virus Zika existe, donc il faut penser, disons, au moment où on veut avoir nos enfants, parce qu'il faudrait attendre quelques mois après le voyage pour s'assurer qu'il n'y ait plus de virus dans notre corps, autant chez la femme que chez l'homme, parce qu'une femme qui se ferait piquer par un moustique et qui décide d'avoir des enfants un mois plus tard, le virus pourrait encore être présent chez elle. Donc, il faut faire attention à ça. Virus Ebola, virus épouvantable qui cause des fièvres hémorragiques. Celui-là est transmis par contact direct là, avec des liquides biologiques infectés, donc le sang, les selles, l'urine, salive, etc. Donc, c'est des virus qui peuvent être mortels là, entre 20 et 90%. C'est terrible. Présentement, c'est un virus qui existe uniquement en Afrique, mais on n'est pas à l'abri d'une personne infectée, par exemple, qui pourrait voyager. Et d'autres infections, flavivirus, qui sont transmises, des infections qui sont transmises encore par des moustiques, donc la dengue, fièvre jaune. Donc, si vous faites, par exemple, des stages dans certains pays, Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique, Asie, ces virus-là existent.
Donc, entre autres pour la fièvre jaune, on pourrait vous demander d'être vacciné avant d'arriver au pays. Donc, une dernière infection virale, là, une infection cutanée, qui peut être, somme toute, contagieuse là, lors d'un contact direct peau à peau, par exemple, d'un adulte à un enfant, enfant à adulte ou d'enfant à enfant. Donc, c'est ce qu'on appelle les molluscums. Donc, c'est une espèce de petite verrue. Donc, c'est une infection où le virus s'installe dans la peau. Ces infections-là peuvent durer de quelques semaines à plusieurs mois. Et encore une fois, par contact direct ou indirect, vêtements, serviettes de plage, ça peut être transmis. Donc, on le voit par exemple sur la peau de l'enfant ici. Donc, on voit 2 lésions causées par le virus molluscum. Donc, c'est bénin, c'est pas quelque chose qui est nécessairement dangereux, mais visuellement, c'est pas super joli. Puis, dans le fond, c'est ça, ça peut être transmis d'une personne à l'autre. Donc, il faut idéalement les traiter avec divers produits là, qui peuvent être prescrits par un médecin pour enrayer ces lésions-là. Les mycètes, maintenant. Il y a 2 grandes catégories de mycètes. On a ce qu'on appelle les moisissures et les levures. Donc, les moisissures, vous les connaissez, vous en avez peut-être vu dans l'environnement autour de vous, sur des fruits, des légumes, du fromage, du pain. Donc, ces moisissures-là, généralement, le type d'infection qu'elles peuvent causer, c'est souvent des infections soit cutanées, donc mycose, par exemple, la fameuse mycose des ongles, le pied d'athlète, la teigne, donc des infections au niveau des cheveux. Donc, on a les infections cutanées, ce qu'on appelle le système tégumentaire, là, cheveux, ongles et peau, mais on peut aussi avoir des problèmes pulmonaires, des problèmes respiratoires dus à la présence de mycètes. Entre autres, au niveau respiratoire, quand vous avez, par exemple, un environnement où il y a vraiment beaucoup de moisissures, donc des logements un peu plus insalubres, parfois là où il y a eu des dégâts d'eau ou des endroits où il y a beaucoup d'humidité, ça permet la croissance des moisissures. Puis au quotidien, respirer des moisissures, ce n'est pas la fin du monde. Notre système immunitaire va les éliminer. Mais si on en respire de trop grandes quantités de façon quotidienne, ça peut finir par causer des problèmes. Donc, il faut intervenir dans les environnements où il y a présence, on va dire, anormale de moisissures. Côté alimentaire, c'est sûr qu'on ne voudrait pas manger un fruit comme celui-là. Donc, on en dispose, on les met au compost. Mais par exemple, sur un morceau de fromage, une petite moisissure, on peut simplement enlever le morceau de fromage affecté, puis on est correct pour la suite des choses. Les levures, sont des mycètes qui vont être unicellulaires. Donc, les moisissures, c'est pluricellulaire, c'est plusieurs cellules ensemble. Levure, c'est unicellulaire. Les infections que l'on voit dues à des levures, les plus communes, c'est des infections au niveau buccal. Chez les jeunes enfants, ça va être souvent ce qu'on appelle le muguet. Donc, c'est une infection qui fait suite souvent à l'accouchement. Donc, l'enfant naît par les voies naturelles au niveau vaginal, puis va, dans le fond, être en contact avec les levures présentes au niveau vaginal de la mère. Et comme son système immunitaire est très faible, les levures vont se développer. Mais on peut aussi voir des infections buccales chez les personnes, par exemple, qui prennent les pompes à asthme qui contiennent des corticostéroïdes. Donc, ce qu'on appelle souvent le Flovent. Donc, on prend notre pompe. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous rincer la bouche. Et pourquoi on veut se rincer la bouche? C'est parce que le médicament lui-même va inhiber le système immunitaire au niveau pulmonaire. Donc, on va éviter que nos alvéoles se contractent puis qu'on ait de la difficulté à respirer. Mais en se rendant au poumon, il va se déposer aussi une certaine partie du médicament dans la bouche et c'est ce qui pourrait entraîner une baisse du système immunitaire au niveau buccal. Et là, les levures, dans le fond, il n'y a plus personne pour les surveiller. Donc là, elles pourraient se développer sans contrôle. Donc, on veut se rincer la bouche après avoir utilisé une pompe comme celle-là pour ne pas qu'il y ait de levures qui se développent de façon anormale au niveau buccal. Mais ça peut être aussi signe que, par exemple, l'enfant ou la personne est immunosupprimée. Donc, un système immunitaire trop faible, que ce soit génétique, prise de médicaments ou peut-être une infection du sida. Donc, une infection à VIH qui entraîne le sida. Le VIH, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il détruit votre système immunitaire. Donc, si on voit des taches de levure au niveau de la langue, du palais, tout ça, ça peut être un signe comme celui-là aussi. D'autres infections à levure courantes, c'est les infections au niveau des organes génitaux, donc vaginite pour les femmes, balanite pour les garçons. Donc, ces infections-là, comme je l'ai dit, sont opportunistes, donc elles vont profiter souvent d'une faiblesse de son hôte, d'une lésion dans la peau. Souvent, les infections, par exemple, au pied d'athlète, ce sont des enfants qui font une activité pieds nus, soit des arts martiaux, de la gymnastique, vont à la piscine ou peu importe, et le mycète entre dans la peau. Les helminthes, maintenant, ce qu'on appelle communément les vers. Ça ne sera pas vos préférés, ça c'est sûr. Souvent, ça donne des petits frissons là, quand on y pense. Mais des vers,
Il peut y avoir des infections chez les enfants, un peu partout dans le corps. Généralement, ça va être des infections au niveau du tube digestif, mais il peut y avoir des infections au niveau de la peau. Il peut même avoir des infections au niveau des yeux, donc ça, c'est pas le fun de se l'imaginer. Mais bon, quelques exemples. Donc, un des plus connus, c'est le ver plat qu'on appelle le ver solitaire, donc le ténia. Ce ver-là, dans le fond, on peut le contracter en buvant ou en mangeant de l'eau contaminée par soit les œufs du ver lui-même ou en mangeant, par exemple, de la viande qui est contaminée, viande de porc, viande de bœuf, etc. Une des infections les plus, on va dire, fréquentes là, chez les jeunes enfants, c'est une infection par des vers qu'on appelle les oxyures. Donc, les oxyures, ce sont de tout petits vers. Okay? Contrairement au ver solitaire là, qui peut mesurer quelques mètres de long, les oxyures sont de très petits vers ronds qui vont infecter le tube digestif et c'est, encore une fois, une contamination fécale-orale. Donc, il y a un enfant, quelqu'un dans l'environnement qui a ces vers-là, va à la toilette et là, par exemple, fait ce qu'il a à faire, tire la chasse d'eau, puis bon, les aérosols produits par la chasse d'eau peuvent projeter des œufs de ces vers-là un peu partout dans l'environnement, ou ça peut être l'enfant, lorsqu'il se lave les fesses, par exemple, va avoir des œufs sur les doigts, va toucher plein d'objets dans l'environnement, donc les robinets, les poignées de porte, les jouets. Un autre enfant va peut-être se mettre directement le jouet contaminé dans la bouche, va peut-être toucher les objets contaminés et ensuite se mettre les doigts dans la bouche et les œufs vont descendre, œsophage, estomac, vont atteindre l'intestin et vont s'y développer. Comment on sait qu'un enfant a des oxyures? Bien, souvent, ça va créer des démangeaisons assez intenses là, au niveau de la région anale chez l'enfant. Donc, l'enfant va se gratter les fesses au sang. Donc, lors du changement de couche, où l'enfant va mettre sa main dans sa couche, dans ses culottes, lors du bain, il va se gratter au sang. Donc, ça peut être un signe assez direct d'une infection par les vers. Puis, si le cœur vous en dit, lorsqu'un enfant dort pendant la nuit, on peut même voir les femelles, des vers, des oxyures, pondre leurs œufs dans la région périanale. Et c'est ça qui crée l'irritation là, pour l'enfant. Donc, ce n'est pas un spectacle nécessairement très intéressant à voir, mais c'est quelque chose de possible. Donc, ce sont des infections qui peuvent se produire là, en service de garde. Donc, il faut être attentif à ça. Et si un parent annonce que son enfant a des oxyures, bien souvent, à la garderie, on devra informer les autres parents aussi et nettoyer l'environnement là, de façon assez importante pour éviter le plus possible qu'il y ait encore des œufs présents dans l'environnement. Parce que lorsqu'on a des oxyures, c'est pas très compliqué à traiter. On va à la pharmacie, sans prescription, on peut demander un médicament qui s'appelle le Combantrin, qui va tuer ou paralyser les vers, puis l'enfant va éliminer les vers dans ses selles par la suite. Souvent, on va conseiller aux parents, frères et sœurs de prendre aussi un comprimé pour s'assurer que tout le monde soit traité en même temps. Et à la maison, donc on va laver salle de bain, le bain, la toilette, les éviers, tout ce que l'enfant a touché pour éviter justement que le cycle continue. Donc, on élimine les vers de l'environnement et des personnes aussi. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment porter une attention toute particulière aux contaminations fécales-orales. Donc, si c'est possible, abaisser le couvercle de toilette avant de tirer la chasse et de vraiment gérer là, avec une très grande efficacité le lavage des mains après un passage à la toilette. Maintenant, les protozoaires, c'est une autre catégorie de micro-organismes. On les retrouve souvent dans les milieux humides ou comme parasites, par exemple, d'animaux. Donc, parmi les protozoaires là, qui peuvent causer des problèmes, on a Cryptosporidium, qui peut se retrouver, par exemple, dans les excréments de chiens. Donc, si vous avez des chiens à la maison, vos enfants jouent avec, si l'enfant touche les matières fécales du chien, ou, par exemple, vous allez dans une forêt ou un parc à chiens, puis un enfant donc, met ses mains dans de l'eau qui est contaminée, ou le chien se contamine en buvant de l'eau contaminée, puis il liche le visage de votre enfant. Votre enfant a un carnet de crème glacée, l'enfant, oui, va lécher la crème glacée, mais le chien pourrait lécher la crème glacée aussi, et après ça, l'enfant se le met dans la bouche. Bref, on peut attraper des cryptosporidiums comme cela. Ça va entraîner des diarrhées et ça doit être traité. Toxoplasma, c'est une infection relativement bénigne, mais qui peut être très dangereuse pour les femmes enceintes. J'explique.
C'est un protozoaire qui va se retrouver souvent dans les petits rongeurs, donc les rats, les souris, les mulots. Puis les chats, si vous avez des chats qui vont à l'extérieur, donc ils peuvent attraper ces animaux-là et se contaminer. Pour le chat, ce ne sera pas la fin du monde non plus, donc il va avoir le toxoplasma dans son tube digestif, il va en libérer dans ses excréments, mais là, il va les libérer dans sa litière. Et là, si une femme enceinte vide la litière et qu'elle se contamine, le protozoaire peut provoquer des fausses couches. Donc, ça peut être extrêmement dangereux là, pour une femme enceinte d'attraper une infection par des toxoplasmas. Donc, dès qu'une femme est enceinte, elle ne vide plus la litière de chat et justement, les chats ont tendance à aller enterrer leurs excréments dans soit des litières ou dans des bacs à sable. Donc, si vous avez des carrés de sable dans les cours pour les enfants en milieu de garde, donc peut-être inspecter de temps en temps s'il n'y a pas un petit chat là, qui est allé faire ses besoins là-dedans pour éviter que les enfants touchent ça, se mettent ça dans la bouche par la suite. L'autre, la jardiase, c'est une infection relativement commune. Beaucoup de mammifères ont ce protozoaire-là dans leur tube digestif et vont l'excréter quand ils vont libérer leurs excréments. Donc, par exemple, on va retrouver ce protozoaire-là beaucoup dans les ruisseaux, les rivières, les mares d'eau stagnante. Par exemple, dans le parc de la Gatineau, ici, là, en Outaouais, les castors, d'où le nom anglais de la maladie, c'est beaver fever. Là. Donc, vous buvez de l'eau dans un petit ruisseau, elle a l'air très, très propre, très limpide, cette eau-là, mais il y a peut-être des protozoaires de la giardia dedans. Donc, toutes les personnes qui font du plein air, vous allez à la chasse, peu importe, vous pourriez être en contact avec ce protozoaire-là, donc il faut faire attention. Puis si l'enfant a une infection de ce type-là, il va avoir des diarrhées et il faudra le traiter avec des médicaments spécifiques, non pas simplement un antibiotique, mais quelque chose de spécifique pour les protozoaires. Puis un petit dernier là, que j'ai nommé parce qu'on le connaît peut-être un petit peu plus, Plasmodium qui cause la malaria ou le paludisme. Il n'y a pas de paludisme, de malaria au Québec, du moins pas maintenant. Il y en avait par le passé. Maintenant, il n'y en a plus. La malaria vous est transmise par un moustique. Donc, encore une fois, si vous faites là, des stages internationaux en Afrique, Amérique centrale, du Sud, Asie, ce sont des endroits où le moustique est présent. Et si vous êtes piqué par ce moustique-là, bien, vous pourriez être infecté. Ça va provoquer de la fièvre, des léthargies, plein de choses négatives, de l'anémie. Mais ça peut être traité et ça peut être prévenu aussi. Donc, si vous allez dans des stages et dans des endroits où il y a possiblement de la malaria, vous pouvez prendre des médicaments de façon prophylaxique, donc en prévention de, et normalement, ça devrait bien vous protéger. Ensuite, donc, on a des problèmes liés aux insectes ou aux arachnides. Donc, pour y aller, là, on va dire dans l'ordre de l'image, donc ici, vous avez une tique. La tique, souvent, ce n'est pas elle le problème, mais la bactérie qu'elle va vous transmettre si elle vous pique. Donc, la tique, dans le fond, elle veut votre sang. Donc, vous prenez une marche avec des enfants dans un champ, dans un pré, peu importe, et il y a des tiques qui vont sur l'enfant, donc ils pourraient mordre les enfants, boire leur sang, mais en même temps, ils pourraient leur transmettre des bactéries et causer une infection qui s'appelle la maladie de Lyme, donc Lyme, je m'excuse, c'est pas super bien écrit, donc Lyme disease, qui peut être une maladie dangereuse. Ici, c'est les acariens. Donc, on fait dodo avec eux. Il y a des acariens souvent là, dans les maisons. Ce n'est pas la fin du monde. Mais dans certains cas, les acariens peuvent causer des problèmes respiratoires, des allergies, de l'asthme. Puis souvent, c'est les matières fécales des acariens qui nous rendent allergiques. Mais l'acarien lui-même peut entrer dans la peau et causer une infection qu'on va appeler la gale. Je vais essayer de mieux écrire cette fois. Donc, la gale, G-A-L-E, qui va se traiter aussi. En bas à gauche, les poux, les pédiculoses. Okay? Un poux, c'est pas le fun, on s'entend là-dessus, mais c'est pas la fin du monde non plus. Okay? Souvent, on associe la présence de poux à une malpropreté, pauvreté, c'est pas vrai. Okay? Le poux en a rien à foutre de votre revenu familial, ça change rien. Tout ce que ça prend, c'est un contact étroit. Donc, un enfant ou une personne adulte a des poux, est en contact étroit avec l'enfant, contact direct, tête à tête, les poux sont transmis. C'est pas vrai que les poux sautent là, à 2 mètres de distance pour vous infecter. Ou ça peut être, on prête la casquette, on prête la tuque, le chapeau, on utilise la même brosse à cheveux. Donc, ces contacts-là vont faire en sorte que les poux vont être transmis d'une personne à l'autre. Donc là, ça prend des traitements spéciaux, nettoyer là, les vêtements, les draps, les têtes d'oreiller, etc., les toutous, les ours en peluche. Donc, tout ça, il faut nettoyer le plus possible. Ensuite, les punaises de lit.
punaises de lit, ça peut devenir un véritable problème si ça se propage, parce que ça commence à être difficile de les éliminer parce qu'elles sont de plus en plus résistantes au traitement qu'on applique. Mais donc les punaises de lit, elles vont vous piquer littéralement quand vous dormez. Elles vont se cacher dans les matelas, dans les coutures des matelas dans votre lit. Donc, il faut être attentif aux signes, donc des piqûres sur le corps de l'enfant. Et s'il y en a à la maison, il faut avertir le centre de la petite enfance pour qu'on vérifie où les enfants font la sieste. Est-ce que l'enfant a amené une doudou, un toutou de la maison qui pourrait être lui-même contaminé par ces punaises de lit-là? Donc, il faut être très attentif à tout ce genre de choses-là. Puis même, par exemple, si vous allez en visite, faire du tourisme, peu importe à l'hôtel, prenez le temps peut-être de vérifier le matelas, les coutures du matelas pour ne pas ramener, disons, un petit intrus dans vos bagages à la maison.